Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque jour sur Monaco Info, y compris les jours fériés, puisque l'on fête aujourd'hui l'Immaculée Conception. Voici les grands titres que nous développerons dans ce journal. Les commémorations du centenaire de l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Le prince Albert II y a participé mardi. L'Institut héberge l'une des plus importantes collections préhistoriques et fait partie des plus anciennes fondations scientifiques françaises. Comme un goût de revanche planait hier sur la salle Gaston Médecin, le résultat est serré, mais peu importe, seule la victoire est belle. La Roca Team s'est montrée plus forte que son rival de championnat Betclic Elite et d'Euroleague, l'Asvel, en s'imposant 84-82. L'invitée de ce journal sera la chanteuse Carla Bruni. Dans un peu moins d'un mois, elle sera sur la scène du Grimaldi Forum le 7 janvier pour présenter son nouvel album sobrement intitulé Carla Bruni. Les vitrines des magasins brillent de mille feux à un peu plus de 15 jours de Noël. Quelle sera la tendance déco de ces festivités de fin d'année? Reportage à suivre dans cette édition. Rendons-nous donc à Paris tout d'abord, où le prince Albert II participait hier aux commémorations du centenaire de l'Institut de paléontologie humaine, aux côtés de nombreuses personnalités monégasques et françaises, dont le ministre d'État Pierre Dartout et le Premier ministre français Jean Castex. Vanessa Dessy, vous étiez sur place avec Serge Prémont. L'Institut de paléontologie humaine rassemble une importante collection préhistorique. Il fait partie des plus anciennes fondations scientifiques françaises après l'Institut Pasteur et l'Institut océanographique de Paris. Le 23 décembre 1920, après 10 ans d'existence statutaire, l'Institut de paléontologie humaine voyait son bâtiment officiellement ouvert par le prince Albert Ier. Depuis plus de 100 ans, l'IPH s'investit dans tous les pays du monde. Et nous travaillons actuellement en Éthiopie, où le prince est venu, le prince Albert II est venu. Il a campé avec nous à 50 km du premier point d'eau. Il est venu en Chine, il est venu en Corée, il est venu en Géorgie, il est venu en Italie, il est venu sur tous nos chantiers en France. Et le prince veut montrer, comme son trisaïeul, le prince Albert Ier, que la préhistoire est très importante. À l'occasion de la cérémonie du 100e anniversaire de l'inauguration de l'Institut de paléontologie humaine, Jean Castex, le Premier ministre français, a rappelé que le prince Albert Ier était un homme éclairé et doté d'une grande liberté de pensée. À un moment où la société française se déchirait autour de l'affaire Dreyfus et que la République manquait de vaciller, le prince Albert Ier écrivait à Émile Zola, après la publication de son célèbre J'accuse, une lettre magnifique que je vous invite à lire, dans laquelle il assurait de son admiration d'écrivain, alors que celui-ci était en proie aux insultes et à la haine. Comme chaque année, 4 bourses Prince Régnier III ont été accordées à des chercheurs qui travaillent dans les domaines de la préhistoire. Thomas Ingico fouille des sites archéologiques en Indonésie et aux Philippines. Il s'attache particulièrement au premier peuplement de l'histoire de l'humanité dans des zones insulaires. Ça va nous permettre de retourner sur le terrain, de travailler avec nos collègues philippins, mais aussi français, et puis une équipe internationale, des Australiens, des Grecs, des Hollandais. Essayer de savoir en tout cas quelle a été l'identité de ces hommes fossiles, quelle espèce, et puis peut-être même de répondre à la question comment sont-ils arrivés là. Elle étudie les ossements d'animaux en contexte archéologique. Laetitia Demey s'intéresse notamment aux groupes humains qui se sont adaptés au changement climatique au fil du temps et leurs relations liées aux grands mammifères. Mais ça va me permettre de pouvoir effectuer plusieurs missions, donc d'études sur le terrain, et là particulièrement en Moldavie, sur des sites du dernier maximum glaciaire, donc il y a à peu près 20 000 ans, puisque pendant longtemps on pensait que à cette période les humains n'étaient plus présents dans la région. Et en fait il y a quand même des sites qu'on doit réétudier, effectuer de nouvelles datations. Ces bourses permettront donc à ces jeunes docteurs de mener à bien leur projet de recherche. Les autres informations du jour et en bref avec Crescinda Tomel. Monaco a participé à la 24e session de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'est déroulée en Espagne. Bonsoir Crescinda.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, une assemblée générale qui a réuni plus de 1000 délégués de 135 pays, dont 84 ministres du tourisme. Au cœur des débats, l'analyse post-pandémie de ce secteur stratégique et l'étude du développement d'un tourisme plus inclusif et plus durable. Le rôle joué par l'organisation a également été mis en avant, comme le fait qu'elle a su fédérer les acteurs du tourisme mondial face à la crise, assurant ainsi un soutien vital pour l'emploi et les entreprises et en garantissant des normes et protocoles harmonisés. Un rapport qui exposait également le programme d'action pour l'avenir concernant le développement du secteur sur le continent africain à l'horizon 2030, ainsi que le premier code international de protection des touristes. La principauté qui était également représentée lors de la 28e réunion du Conseil ministériel de l'OSCE. En effet, Patricia, le conseiller de gouvernement des relations extérieures et de la coopération, vient de participer à cette réunion à Stockholm devant plus de 50 ministres des 57 États membres. Laurent Anselmi a souligné l'importance du multilatéralisme dans la recherche de solutions intégrées et durables à des problématiques qui, parce que transfrontalières, ne peuvent s'envisager de manière individuelle, ainsi que l'attachement de la principauté au droit international et à la défense des droits de l'homme, le lien entre climat et sécurité, la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, contre le terrorisme, contre les trafics illicites ou encore contre toute forme de discrimination comme la violence à l'encontre des femmes ont aussi été mises en avant. En marge du Conseil ministériel, Laurent Anselmi a signé également un accord avec la secrétaire générale de l'OSCE qui assure pour 2022-2023 la contribution financière du gouvernement princier à un programme performant s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. Et dans un tout autre registre, dans le domaine sportif, sachez que les inscriptions sont ouvertes pour le Monaco Run. Après une année 2021 où seuls les athlètes professionnels avaient pu prendre le départ de la course, l'édition 2022 du Monaco Run sera ravie d'accueillir tous les passionnés de running les 12 et 13 février prochains sur le Port Hercule. 4 épreuves rythmeront ce week-end, les courses de 1000 mètres pour petits et grands, le City Trail et 10 km à travers la Principauté, le 5 km Herculis et son tracé roulant et la marche caritative Pink Ribbon. Les inscriptions en ligne pour le 5 km Herculis et le City Trail sont désormais ouvertes et un tarif préférentiel est proposé à 15 € jusqu'au 31 janvier, puis 20 € jusqu'au 12 février. Un pass sanitaire sera demandé, bien sûr, pour participer et retirer son dossard. Et en cas d'annulation pour cause de Covid, les inscriptions seront toutes intégralement remboursées sans condition. Ils n'ont pas raté leur rendez-vous hier avec ceux qui les avaient battus il y a quelques jours seulement en Euroleague. Les basketteurs monégasques tiennent leur revanche. Ils ont retrouvé hier soir l'Asvel pour le compte de la 13e journée de Betclic Elite. Encore un gros combat entre les deux équipes avec cette fois donc la victoire pour les Roca Boys. Le résumé du match avec Yannick Debever sur des images de Thomas Deus. Malgré 4 blessés, la Roca Team a tenu le choc du championnat de France face à Lyon-Villeurbanne. Le schéma du match est exactement le même qu'il y a 2 semaines en Euroleague. Les deux équipes se rendent coup pour coup et dans le premier quart-temps, c'est Monaco qui prend l'avantage, grâce notamment à un très fort Paris Lee, auteur de 8 points. Mais la deuxième partie de la première période est complètement à l'avantage de l'Asvel qui inflige un cinglant 11-0 à Monaco et caracole en tête 20-19 au bout de 10 minutes. C'est au tour des Roca Boys de planter un énorme run à l'Asvel pour leur répondre et c'est avec un 14-2 que Monaco prend un bel avantage de 11 points. Motier Jonas, 28 points, 9 rebonds est énorme et aucun Villeurbanais ne sait comment stopper le bigman lituanien. Lyon-Villeurbanne ne lâche pas pour autant et sur ce 3 points du phénomène Victor Wembanyama, les visiteurs effectuent un gros rapproché. Alpha Diallo met un point à cette première mi-temps sur un shoot à la Mike James, 46-41 Monaco. Au retour des vestiaires, Motier Jonas continue son récital, mais ce carton sera celui de Rob Gray, auteur de 9 points.
L'Asvel ne décroche pas et le mano à mano continue dans cette troisième période grâce à une très bonne adresse longue distance des Villeurbanais. Monaco s'en remet donc à l'agressivité de Rob Gray pour conserver son avance de 6 points à l'aube du dernier quart-temps. Rob Gray énorme dans ce troisième quart, 13 points au total. Et l'Asvel compte bien rebraquer la salle Gaston Médecin et met plus d'agressivité en défense en couvrant tout le terrain. Les jeunes Villeurbanais assurent le show et grattent leur retard petit à petit. Ils passent même devant à 3 minutes 46 de la fin du match sur ce lancer franc d'Okobo, 13 points, 8 passes. Alpha Diallo sort les muscles pour repasser devant, les changements de leader se succèdent et finalement, cette interception de l'homme du match, Motiejunas, sera décisive. Parisli marque le panier de la gagne. L'Asvel aura une dernière chance semblable à celle victorieuse en Euroleague, mais cette fois-ci, la réussite n'est pas au rendez-vous et la Roca Team, avec ses jeunes, s'impose 84-82. On était tous concentrés, on sait qu'on avait des blessés, mais on ne voulait pas lâcher, on a joué avec le cœur. On est parti chercher cette victoire, donc c'est bien. At home, we're a very dangerous team, and we showed against Barcelona, against CSKA Moscow, that we can fight against anyone. So, with bringing the same energy, defensively, intensity, we can really, do some damage. 6 matchs de championnat à domicile et 6 victoires donc pour la Roca Team. On espère la même réussite et la victoire ce vendredi soir en Euroleague face à Milan. Coup d'envoi à 20 h et en direct bien sûr sur notre antenne. À un horizon un peu plus lointain, le 16 février prochain, on le sait depuis aujourd'hui, c'est Le Mans qui affrontera à la salle Gaston Médecin la Roca Team pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France de basket. La douceur de la voix, un charme inaltérable, Carla Bruni a repris la route pour présenter son nouvel album. Elle fera étape à Monaco le 7 janvier prochain où elle se produira sur la scène du Grimaldi Forum. Et elle est avec nous ce soir pour un avant-goût de ce rendez-vous qu'elle donne au public monégasque. Bonsoir Carla Bruni. Bonsoir. Une fois de plus, vous avez pris la plume et vous avez écrit l'ensemble des textes de cet album que l'on va pouvoir entendre à Monaco. Oui, d'habitude j'écris toutes mes paroles et toute ma musique, mais cette fois-ci j'ai écrit 5 ou 6 chansons avec ma musique, mais j'ai voulu travailler avec d'autres compositeurs parce que ça apporte vraiment un autre univers musical. Donc j'ai travaillé avec mon ami Julien Clerc et puis avec Michel Amselem et Calogero aussi. Mais l'écriture, c'était vous les textes, hein? Non, les textes, c'est uniquement moi. Mais d'habitude, je faisais tout. Je faisais aussi ma musique. Et puis, j'ai commencé un peu à tourner en rond dans ma musique. Autant les textes, je m'envole avec, autant ma propre musique, je m'en lassais un peu, donc je n'ai fait que la moitié des compositions. Mais l'écriture des textes, c'est un exutoire, c'est comme s'adresser à un journal intime virtuel, en quelque sorte, l'écriture pour vous? C'est comme une sorte de catharsis et en même temps, c'est comme un refuge. C'est-à-dire, ça vient résoudre quelque chose, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me concerne. Mais on y trouve beaucoup de vous dans ce nouvel album où il y a aussi vos observations du monde, de votre environnement. Mais mes observations, c'est moi. Donc, on y trouve beaucoup de moi, oui. J'ai du mal à écrire sans moi. J'aimerais bien être un genre de virtuose qui n'écrit que des tubes, mais j'ai du mal, j'y arrive pas. Et si l'on devait donner une tonalité à cet album, ce serait plutôt le folk, c'est ça qui le caractérise? Oui, je dirais que c'est comme si je venais vous chanter chez vous dans votre oreille, vous voyez? Je veux dire par là que je cherche quand même une intimité, un contact à travers les chansons. C'est comme si j'essayais de me mettre en contact avec vous, par exemple, vous voyez? Et quand on débute sa carrière de chanteuse avec un succès tel que quelqu'un m'a dit, on ne redoute pas ensuite que cela occulte tout le reste? Au contraire, on se réjouit d'en avoir eu un. Ah oui, ça je peux vous dire, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Chaque fois sur scène, à chaque soir, que je sois à Moscou, à Séoul, à Monaco, je sais pas, à Milan, mais je veux dire aussi à Berlin, à Boston, à chaque fois que je chante, quelqu'un m'a dit, tout le monde la reconnaît. Je bénis le ciel d'avoir eu la chance d'écrire cette chanson.
Vous serez donc sur la scène du Grimaldi Forum le 7 janvier prochain. Quelle est l'ambiance que vous avez souhaité donner à cette tournée? Une ambiance intimiste que vous affectionnez tout particulièrement, c'est ça? Oui, en fait, mes chansons, elles portent mal une ambiance spectaculaire. Parce que c'est autre chose qu'elles font. Vous voyez, si vous voulez voir un grand spectacle avec des danseurs, vous ne venez pas me voir moi. Moi, j'essaie de raconter une histoire. Et une histoire qu'on partage tous. Carla Bruni, comment avez-vous traversé cette période terrible, il faut bien le dire, qui a notamment laissé les artistes éloignés de leur terrain de jeu de prédilection, la scène? Comme tout le monde, avec beaucoup d'inquiétude, de frustration, d'angoisse et d'attente. Mais est-ce que ça a favorisé aussi peut-être d'un autre côté un travail plus introspectif, peut-être pour les mois et les années qui viennent, une nouvelle production issue de ces moments de confinement? Les gens qui font mon métier, souvent on est des confinés naturels. Là, vous voyez, là, mon lieu de confinement, je suis très, très, très confinée. Et donc, on a quand même, d'abord, pour écrire, il faut s'isoler. Tout de même, c'est pas comme la partie de scène où on rencontre enfin les gens. C'est pas comme la partie d'enregistrement où on est avec ses musiciens. Là, je suis seule en général quand j'écris, et donc oui, c'est comme un confinement. Moi, j'ai une grande habitude du confinement. Si vous me dites maintenant restez chez vous 1 an, je préfère ça que partir à pied sur la route en hiver, par exemple. Oui. Mais en tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de visages, beaucoup de souvenirs. C'est là aussi que vous puisez votre inspiration dans toutes ces photos sur les murs qui vous entourent? C'est plus comme si c'était une présence étrange de tous ces gens que j'aime et qui sont, pour certains, encore là, pour d'autres non, mais peu importe. C'est comme si c'était un truc fugace de nos vies. En tout cas, ça ne dénote pas une grande maturité. Maturité, ça sera pour une autre vie, comme modération. Merci Carla Bruni d'avoir accepté notre invitation. Et rendez-vous est pris donc le 7 janvier au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Cricinda Thomel est de retour pour évoquer les autres titres de l'actualité du jour. Après le défilé solidaire d'Alter Design, au profit notamment de Fightheads Monaco, une autre initiative destinée à soutenir les actions de l'association, la création d'un parfum, création dans laquelle s'est très largement impliquée la princesse Stéphanie, Cricinda. Oui Patricia, la princesse Stéphanie s'est une fois de plus prêtée au jeu de la création en collaborant avec le parfumeur Laurent Mazzone pour créer sa propre fragrance. Princesse de cœur, un élixir aux senteurs riches et profondes, un parfum d'exception et à l'âme généreuse et à l'image de la princesse, puisque le montant des 800 premiers flacons vendus sera reversé à son association Fightheads Monaco. Il faudra débourser la somme de 395 € pour pouvoir s'offrir ce parfum d'exception, un parfum à retrouver sur le site du parfumeur www.lmparfum.fr. Géopolitique du luxe, c'est le titre d'un ouvrage du monégasque Bruno Lavagna. Effectivement, en 40 fiches, le monégasque trace les contours d'un domaine qui mêle art de vivre et savoir-faire. Dans cet ouvrage, Bruno Lavagna dresse le portrait de Monaco comme une cité-état du monde du luxe et de l'excellence. Et si pour l'auteur, le luxe est toujours précurseur puisqu'il s'intéresse même aux défis environnementaux, et ce, bien avant les industries de masse, il définit également le luxe comme un état d'esprit et non pas comme une marque. Les yeux des enfants brillent avant l'heure. Les fêtes de Noël sont déjà dans tous les esprits et dans toutes les décorations en ville et dans les grands magasins. Quelle tendance se dessine? Eh bien, voici la réponse dans ce reportage signé Juliette Rappert et Lionel Bernardi. Sapin, traîneaux et casse-noisettes, nous y sommes, Noël n'est plus très loin. Dans le centre commercial du Métropole, la décoration se prépare depuis 1 an et elle se veut autour du thème « L'atelier du Père Noël ». L'objectif était vraiment de faire voyager le client au travers du Métropole, de raconter une histoire, d'avoir vraiment cet atelier du Père Noël qui soit représenté dans tout le Métropole et que le client voyage. On a la maison du Père Noël où effectivement il y a son téléphone, là où il reçoit tous ses appels. Il y a l'atelier d'emballage au niveau des cadeaux. Et puis également on a l'avion qui vient livrer les cadeaux et on voit effectivement donc les cadeaux descendre au fur et à mesure donc, dans le Puy de Lumière.
En plus des scénographies proposées, les enfants peuvent participer à des ateliers chaque samedi et mercredi et même envoyer une carte au Père Noël. Du côté de la maison Narmino, la décoration se veut nature, on oublie le bling-bling et le clinquant. On passe désormais un Noël dans la simplicité et l'élégance. Tendance en ce qui me concerne, c'est très nature, rien de sophistiqué. Donc le thème, donc, premier qui m'est cher à cœur, donc le trait nature. Le thème aussi casse-noisette. Il y a un thème aussi Alice au pays des merveilles et un thème sur les animaux dans la forêt. On sera sur des connotations de bois, de texture naturelle et oui, des choses très très simples. Le compte à rebours est lancé, galerie marchande ou décorateurs, ils savent nous faire rêver. Une décoration qui s'harmonise à une météo qui correspond bien à un temps de décembre avec froid, pluie, grisaille ce mercredi. À quoi peut-on s'attendre demain jeudi, Crisinda ? Jeudi, la journée se partagera entre le gris et le bleu, Patricia. Le ciel sera couvert le matin et se dégagera l'après-midi. Du côté des températures, 6 degrés pour les minimales et 11 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 16h54. Pour les plus courageux, la température de l'eau sera de 16 degrés. Et jeudi, nous fêterons les pierres. Merci Crisinda. Demain à 19h, vous retrouverez le binôme Émilie Rousseau-Frédéric Elion. Et pour se quitter, des photos d'une victoire au goût de revanche, celle de la Roca Team qui, je vous le disais dans ce journal, s'est imposée face à l'Asvel mardi soir après avoir été battue par cette même équipe en Euroleague il y a une dizaine de jours. A très bientôt sur Monaco Info, très belle soirée.